Olivier, merci de me recevoir pour ces questions que j'avais à te poser sur les archétypes, les mythes, les symboles. J'ai plein de questions. Donc, je suis heureuse que tu aies accepté cette invitation. Pour ceux qui ne connaissent pas Olivier G, hein, il y a un livre ici, La Voix du héros. Je ne sais pas si j'ai besoin de te présenter encore, mais je vais lire les quelques phrases qui sont écrites derrière. Voilà, ça suffira. Ça Très suffira. bien. Très bien. Alors, tu es donc docteur S-sciences, consultant et écrivain. Tu travailles sur l'aspect symbolique de l'astrologie comme voie de connaissance complémentaire à l'approche scientifique du réel. Tu es également président de l'Université du symbole. Oui, alors ça, c'est un peu ancien, en fait. L'Université du Symbole est en sommet depuis quelques années maintenant, et toutes mes formations que je donnais à l'université sont sur le site, donc réenchanterlemonde.com. Ok, réenchanterlemonde.com. De toute façon, je mettrai toutes les infos sous la vidéo. Moi, je t'ai connu en fait au travers d'un autre livre qui est L'homme réunifié. Oui, oui, oui. Ça m'avait vraiment fasciné en fait. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus justement sur... Bah, déjà, c'est un livre assez ancien que j'écris à la fin des années 90. À l'époque, effectivement, on était dans ce qu'on pensait être une réalité cerveau droit, cerveau gauche. Alors, le cerveau droit étant plus symbolique, il fonctionne en étoile, et il est tourné, il est plus créatif, et le cerveau gauche, lui, est plus tourné vers la rationalité et la logique linéaire. Bon, il faut se méfier de ça aujourd'hui parce que la science a quand même pas mal bougé là-dessus. Et donc, on peut le prendre plus comme une métaphore que comme une réalité biologique, simplement parce que on a découvert depuis l'extraordinaire plasticité du cerveau. C'est-à-dire, si l'hémisphère droit du cerveau a des problèmes, l'hémisphère gauche peut prendre le relais, etc. Donc, on ne s'est plus aussi séparé qu'on pensait avant, même s'il y a toujours, bien sûr, les informations qui passent par le corps calleux, hein, qui relient les deux hémisphères du cerveau. Donc, disons qu'aujourd'hui, c'est pas faux comme métaphore, et c'est pas faux comme image, elle est moins stricte que qu'au début des années 2000. On peut quand même la prendre comme deux manières de voir le monde, en gros deux philosophies en fait, hein, entre Aristote et Platon. Et puis tous les successeurs, hein, Ibn Arabi, Avicenne, Averroès, etc. Donc en gros, il y a deux écoles, hein, pour comprendre la réalité. Une école platonicienne, hein, qui a été reprise par Jung d'une certaine manière, qui nous dit, Jung, Dumézil, Mircea Eliade, etc., qui nous dit au fond, ou René Thom en mathématiques, qui nous dit au fond, ou Alain Kohn aujourd'hui en mathématiques aussi, je vais y arriver, qui nous dit, Euh, pour dire que ça, ou Rupert Sheldrake dans les champs morphogénétiques, c'est pour dire que c'est dans toutes les formes de science, en fait, que cette approche, elle existe. Et donc, qui nous dit qu'il existe des universaux que Jung appelait des archétypes ou que Platon appelait ces fameux universaux qui organisent notre réalité physique au même titre que les lois physiques qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire, et ça permet de comprendre le sens du symbole. C'est-à-dire, si on a, on va dire, des forces signifiantes qui organisent notre réalité, elles interagissent avec les différents niveaux de notre réalité, donc physique, émotionnelle, sensible, etc. Euh, et, et, euh, et en fait, créer des formes et créer des messages. Donc, c'est les synchronicités, c'est ce qu'on appelle le hasard, mais on peut aussi dire que le hasard, au fond, c'est la signature de Dieu dans le monde. Donc voilà, c'est une lecture qui dit il existe quelque chose de transcendant à notre réalité, et cette dimension de transcendance agit en permanence sur notre vie humaine ordinaire, sur la biologie, sur les grands événements des sociétés. J'ai travaillé récemment sur l'histoire de l'Empire romain. La grande question, c'est pourquoi l'Empire romain a chuté, et aucun historien ne peut répondre. Mais on peut aussi, dans cette logique, parce que les historiens sont dans une logique causale, donc cerveau gauche, analytique souvent, mais on peut penser qu'une société s'écroule lorsque les gens ne croient plus en leur propre société. C'est-à-dire lorsqu'ils ne sentent plus qu'ils sont habités par l'âme de leur culture, l'âme de leur peuple et ces grands archétypes qui sont les grands esprits qui animent les nations, les peuples, etc.
Alors c'est très intéressant parce que justement là, il y a plusieurs questions que j'ai à te poser. C'est pour ça que tu m'as vu prendre une note à un moment donné. Donc, si tu veux bien, effectivement, il y a les mythes, il y a les symboles, il y a les archétypes. Est-ce que tu pourrais nous définir un petit peu ces trois éléments-là, juste pour qu'on les comprenne mieux quand on va parler de la lecture justement de ces éléments? Alors, c'est trois niveaux différents, mythes, symboles, archétypes. C'est-à-dire, je vais commencer par le plus haut et le plus abstrait. L'archétype, euh, arché veut dire principe en grec. Donc, les archétypes sont des principes organisateurs qui vont s'exprimer par les mythes, et les mythes étant eux-mêmes composés de symboles. C'est-à-dire, l'archétype, pour reprendre ce que disait Jung, est invisible en soi. Il est en fait, pour prendre une image, il est comme l'atome. L'atome est neutre, on ne le voit pas. Il est à la fois positif et négatif, puisqu'il a des protons et des électrons, mais le résultat est neutre. Donc, on ne voit pas quand il passe. L'archétype, c'est pareil. Il y a à la fois lumière et ombre. Donc, c'est une force, c'est une puissance qui agit. euh, En fait, l'archétype se dégrade. C'est-à-dire, plus on rentre dans la matière, plus on rentre dans l'incarnation, plus l'archétype va se dégrader. En C'est fait, facile à comprendre, hein, pourquoi l'archétype se dégrade. Si, par exemple, une rencontre amoureuse, euh, tout semble lumière, c'est-à-dire les amoureux sont proches des dieux, comme disait Marie-Louise von France. Donc, les archétypes, lors d'une rencontre amoureuse, il y a une rencontre entre deux opposés complémentaires qui se fait. Donc, on est dans la même situation que l'archétype, d'une certaine manière. Mais après, dans la vie ordinaire, évidemment, cette énergie qui est pure lumière, qui est pure amour, qui est pure conscience, va se dégrader parce que c'est la loi du monde. C'est-à-dire, plus on rentre dans la forme, plus on rentre dans l'ordinarité, plus cette énergie primordiale va se disperser, va se dissoudre. alors, je t'arrête 2 secondes. Donc, Quand tu dis va se dégrader, oui. est-ce qu'elle se dégrade ou Alors, elle on va dire est que cachée par plus d'informations? les deux, c'est-à-dire, elle est en quelque sorte. L'ombre adore la lumière. C'est-à-dire, dès qu'il y a de la lumière quelque part, on va dire les entités un peu sombres vont se précipiter. Et donc, ça va l'obscurcir. Et donc, du coup, pour le formuler autrement, les mémoires astrales, les mémoires de violence, les mémoires de sombritude, pour faire un néologisme, vont se précipiter sur cette lumière-là, et celle-ci va du coup perdre de son intensité, mais aussi perdre de sa clarté, de sa propre lumière. C'est-à-dire, on le voit dans les mythes, par exemple, le taureau, pardon, qui a donné naissance à l'Europe dans la mythologie grecque, puisque pour le faire en bref, c'est Zeus qui se transforme en taureau blanc, qui va aller sur une île et qui va donner naissance beaucoup plus tard, à Minos le Minotaure. Donc on voit que ce taureau blanc des origines euh, va devenir un monstre. Donc en fait, il y a une espèce de loi énergétique qui fait que toute chose est d'abord lumière, elle se transforme ensuite en son contraire qui est l'ombre, et tout le travail de conscience va être bien sûr de la ramener à cette dimension de lumière. Donc ça, c'est le processus de dégradation de l'archétype. Euh, et je prenais cette métaphore de la relation amoureuse où finalement un jour on finit par détester ce qu'on a adoré chez l'autre et ce qui nous a attiré. Donc après, ça va être, il y a deux mouvements intérieurs. C'est-à-dire, le premier, ça va être de voir qu'au fond, ça nous appartient. Donc la réappropriation, la réintériorisation d'une énergie de l'archétype qu'on a projetée sur le monde. Et puis après, son espèce de nettoyage. Euh, c'est le paternoster. Tu sais ce que c'est qu'un paternoster? Ah, j'ai C'est pas d'histoire. Non, vas-y, c'est le explique. Notre Père. Mais le Notre Père, mais c'est aussi une autre image. Le paternoster, c'est cette grande roue qui va chercher l'eau dans les profondeurs et qui la remonte en permanence vers le ciel. Donc c'est ce mouvement-là, en réalité, qu'il s'agit de conscientiser dans le travail avec l'archétype, Mhm. c'est-à-dire remonter les énergies des puissances en bas vers le ciel dans un mouvement continu et infini. Ça fait penser à la roue de la fortune dans le C'est tarot.
C'est exactement la roue de la fortune. Donc, c'est harmoniser le ciel avec la terre. Mm. Et accomplir au fond la prophétie de Saint Jean, hein, qui est l'esprit qui s'est fait chair. Oui. C'est comme ça qu'on peut un peu travailler, entre guillemets, ou plutôt se laisser travailler par les archétypes en conscience. Alors après, l'archétype, il s'exprime rarement d'une manière pure, sinon il nous exploserait. On le voit, hein, dans des cas un peu spécifiques, hein, comme Padre Pio, par exemple, ce dernier grand saint du catholicisme, qui avait des stigmates, qui a beaucoup souffert, et qui en même temps était dans une extase permanente, qui a vécu la transverbération, c'est-à-dire le fait d'avoir le cœur transpercé par le dard spirituel. Donc c'est à la fois très douloureux et très jouissif, parce que c'est à la fois de l'ordre d'une extase et d'une souffrance. Mm. Donc c'est ça qui se passe au fond quand on contacte, là, dans sa logique à lui, il a contacté l'archétype Christ, hein, donc il a revécu la passion du Christ. Ouais, exact. Contacter directement l'archétype, c'est très difficile et voire dangereux. Donc, du coup, entre le monde spirituel, si tu veux, peuplé d'archétypes qui est hors temps, hors espace, hors temps, on a un autre monde en dessous, entre guillemets, qui est le monde imaginal, et après, on a le monde ordinaire. J'emploie ce monde imaginal. C'est le soufisme iranien qui a beaucoup développé cette idée de monde, avec Henri Corbin, de monde imaginal. En fait, c'est cet univers où vivent les mythes, les dieux, et où on a les grandes images qui habitent notre conscience et qui sont de l'ordre des universaux. Est-ce que ça, on pourrait dire que c'est l'inconscient collectif de Jung, justement? Ce serait cette couche-là? Oui, alors, sauf que Jung, il ne fait pas la distinction très claire entre l'inconscient et le surconscient. D'accord. Il a eu effectivement des expériences de lumineux, c'est-à-dire de contact direct avec ce monde imaginal, avec des visions extraordinaires. À un moment, il raconte qu'il était dans une petite église, je ne sais plus où, en Allemagne, et il voit des fresques merveilleuses, d'une beauté absolue. Et il rentre chez lui, et puis il écrit au prêtre de l'église et lui dit, écoutez, j'ai oublié, ces fresques sont absolument merveilleuses, est-ce que vous pouvez m'envoyer des cartes postales? Et en fait, le prêtre lui répond qu'il n'y a pas de fresques. Elle Mm. n'existe pas. C'est-à-dire, il a eu vraiment cette expérience de lumineux de voir ces grandes images du monde imaginal, en fait, qui se sont représentées devant ses yeux. Mm. Intéressant. Donc, c'est ça le contact avec le monde lumineux. Après, suivant la culture dans laquelle on est, on peut voir la Vierge Marie, on peut voir le Christ, on peut voir Bouddha, on peut voir telle divinité du panthéon hindou. Donc, ce sont des images imbibées, profondément imbibées de sacré, qui reflètent la présence et la nature des archétypes. Et ces images sont composées de symboles. C'est-à-dire, si on regarde par exemple, pardon, pour revenir à la question de départ, hein, ces images sont composées de symboles. C'est-à-dire, si on regarde par exemple Hermès dans le dieu Hermès, alors il a des ailes au talon et au casque. Donc, les Grecs, ils savaient que qu'il fallait mettre les ailes au centre de gravité du corps pour voler, hein, ils n'étaient pas fous. Donc c'est anti-loi physique, mettre des ailes au talon et au casque. Sauf que ça donne la nature, ça a une puissance signifiante, c'est-à-dire ça donne la nature d'Hermès, Mercure. Donc la pensée, euh, cette espèce de ce qu'on appelle parfois le fripon divin, c'est-à-dire cette capacité de se jouer de tout par la pensée, par l'humour, par la tricherie et par la ruse en même temps, c'est un dieu, hein, c'est une divinité. Euh, euh, c'est, euh, il a quoi? Il a des ailes au talon, c'est-à-dire il vole le réel, c'est-à-dire les pieds qui touchent la terre, et il a des ailes au casque, c'est-à-dire il s'élève vers le monde de la pensée pure. Donc la fonction de Mercure, Hermès, Mercure étant le dieu, l'équivalent latin, la fonction de Mercure Hermès, c'est de nous permettre par la pensée de nous libérer de la tradition et d'élever notre conscience au mystère des mondes célestes dont on peut percevoir, non pas tout, mais simplement une petite partie par cette fameuse intelligence vivante. Et donc là, tu parlais des symboles. Là, on parle donc des fameuses ailes aux chevilles et au casque, par Oui, exemple. absolument. Oui.
Donc les dieux ont des attributs et les symboles ici, ce sont les attributs des dieux. C'est l'épée d'Hermès, les ailes d'Hermès, la flûte d'Athéna, c'est le casque d'Athéna, c'est le bouclier de Zeus, etc. Alors ça, c'est des symboles dans le monde imaginaire. Et bien sûr, on a aussi des symboles dans le monde ordinaire Ah oui, vas-y, ouais, c'est qui peuvent intéressant. en être les reflets. Et en fait, si on regarde un peu, je dis souvent que le symbolisme, c'est le langage de la nature et de l'inconscient, c'est-à-dire de tout ce qui n'a pas accès au logos, c'est-à-dire à la parole. Donc c'est une manière qu'a la nature de se dire d'une manière signifiante. On connaît le langage des fleurs, par exemple. On connaît le langage, le symbolisme, le langage des gestes quand quelqu'un s'exprime. On connaît tout le symbolisme du corps humain, où chaque élément du corps, au fond, réuni de la voûte plantaire jusqu'à la voûte crânienne, nous dit quelle est la nature de l'être humain. Donc tout ça, comme disait le poète, hein, on vit dans une forêt de symboles et on n'en se rend pas compte simplement parce qu'on est ici, bien sûr, beaucoup axé sur cette logique cerveau gauche, hein, de la rationalité. Mais j'insiste sur le fait que ces deux logiques sont complémentaires et qu'elles ne suivent pas les mêmes lois, évidemment. Euh, Si on veut faire voler un aéronef, on met les ailes au centre de gravité. Si on veut porter sur le sens de quelque chose, d'Hermès ici en l'occurrence, on met les ailes au casque et aux pieds et au talon. Très intéressant, oui, les deux logiques. Bon, comme tu sais, je suis hypnothérapeute, on travaille en fait les archétypes, on travaille les symboles. Et effectivement, bah, nous, c'est l'inconscient qui va nous amener ces informations. Mhm. Quand le symbole apparaît, il peut être effectivement illogique à la lecture, on va Mhm. dire, du conscient, Alors, oui, en fait, il n'est pas irrationnel, il est dans une autre forme de dans rationalité. une autre forme de logique, effectivement. Voilà. Parce que si on regarde à un moment, je travaillais pour des agences de communication on faisait des collages sur tel ou tel sujet. Et il y a une logique incroyable qui émerge de l'ensemble des collages qui ont été faits par plusieurs personnes, donc sans savoir exactement ce qu'ils faisaient. Mm. Donc, il y a une logique du sens qui n'est pas la logique de la rationalité.